Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale de ce 24h Sénat au lendemain des élections sénatoriales. Voici les titres. La droite reprend le Sénat. Elle dispose à présent d'une confortable avance de 15 sièges. Le centre, qui sort renforcé de ce scrutin, jouera un rôle clé dans la bataille qui s'annonce serrée entre Jean-Pierre Raffarin et Gérard Larcher pour présider la Haute Assemblée. Le Front National fait quant à lui une entrée fracassante au Palais du Luxembourg avec l'élection surprise de deux sénateurs frontistes. Stéphane Ravier et David Racheline. À 26 ans, le maire de Fréjus devient le plus jeune élu de cette Assemblée sous la Ve République. Après les municipales et les européennes, c'est donc la troisième défaite électorale en 6 mois pour le Parti socialiste. La perte du Sénat va-t-elle encore affaiblir l'exécutif? Le décryptage de Mickaël Zamès dans ce journal. La parenthèse aura été de courte durée pour la gauche sénatoriale. Avec une perte de 21 sièges, elle laisse échapper le Sénat qui retombe dans les mains de la droite. UMP, UDI et divers droites disposent désormais de 190 sièges sur 348, soit 15 de plus que la majorité absolue. La gauche 156 et le Front National 2 sièges. C'est donc un Sénat profondément renouvelé qui a été élu hier. 88 nouveaux sénateurs vont faire leur entrée au Palais du Luxembourg. Parmi eux, 40 femmes. Le nouveau visage du Sénat, c'est un sujet de Pauline Dame. Après 3 ans de gouvernance socialiste, la droite républicaine reprend la main au Sénat. Si l'UMP signe une belle progression avec 15 sièges de plus, l'UDI n'est pas en reste puisqu'elle remporte 10 sièges pour un total de 42. Le PS en perd en revanche 16, les communistes 3, tandis que les radicaux de gauche sont désormais 15 à siéger à la Haute Assemblée. Enfin, 2 élus Front National font leur entrée au Palais du Luxembourg. Une tendance qui peut évoluer jusqu'à la semaine prochaine, date butoir pour choisir son groupe politique. Si on est loin de la parité au Sénat, elle progresse toutefois lentement, avec désormais 25% de femmes contre 22 en 2011, quand le Palais Bourbon en compte 26%. Un Sénat plus féminin et légèrement rajeuni, avec un âge moyen de 61 ans contre 66 lors du précédent renouvellement. Des sénateurs plus âgés que les députés, avec un écart moyen de 4 ans. Maires, adjoints, présidents de conseils généraux, le Sénat reste encore une assemblée de cumulards avec plus des 3/4 des élus qui exercent un ou plusieurs mandats locaux. Mais d'ici 2017, date de l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats, les sénateurs devront choisir. C'était prévisible, le Sénat a donc rebasculé à droite. Quelles sont les implications de cette défaite pour l'exécutif? Élément de réponse avec Jérôme Bonnard. Madame Di Folco. Ici à Lyon et comme partout en France, scène de joie dans les QG UMP. Hier soir, le Sénat a bel et bien basculé à droite. Et cela ne devrait pas être sans conséquence dans le paysage politique. D'abord, cette nouvelle majorité cherchera à peser encore plus sur le travail législatif en cours et sur le choix du contenu des séances du gouvernement. Ou comment accroître sa capacité de nuisance face à une gauche déjà malmenée depuis 2 ans et demi. Conséquence des adoptions de textes qui pourraient être ralentis, même si le champ d'action des sénateurs reste limité puisque le dernier mot revient toujours à l'Assemblée nationale. En revanche, la majorité pourrait aussi compter sur son nouveau président prochainement élu, qui, s'il est aussi de droite, pourrait aussi changer la donne politiquement. Il dispose en outre d'un pouvoir de nomination important. Quant aux réformes constitutionnelles, certaines pourraient passer définitivement à la trappe, faute de voix suffisantes au sein des 2 chambres pour changer la loi fondamentale. Mickaël Zamès nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Delphine. Alors on vient d'entendre Jérôme Bonnard qui parlait de ce blocage institutionnel que peut représenter un Sénat à droite avec un gouvernement de gauche. Quelles sont les implications de ce Sénat à droite? Elles sont importantes. Vous savez que pour réunir le Congrès à Versailles, il faut obtenir les 3/5 du Parlement, c'est-à-dire réunir l'Assemblée et le Sénat et obtenir 3/5. Avec ça, on peut réunir le Parlement à Versailles et procéder à des réformes constitutionnelles. Et bien cette fois, vous vous rappelez que François Hollande avait promis, il y a peu de temps encore, notamment le droit de vote des étrangers aux élections locales, c'est oublié. La réforme du Conseil supérieur de la magistrature, on oublie également. Alors donc, évidemment, avec un Sénat qui passe à droite, ça va devenir beaucoup plus compliqué de faire des réformes constitutionnelles, ce qui n'empêchera pas le président de la République de faire des réformes institutionnelles. Et par là, je veux entendre tout simplement influencer une dose de proportionnel dans les élections prochaines aux législatives, par exemple. Ça peut être une idée en ce moment qu'on entend beaucoup du côté de Matignon et de l'Élysée.
cela pourrait aussi favoriser d'ouvrir effectivement la porte en grand de l'Assemblée nationale pour le Front national. Alors, pour être bien clair, est-ce que c'est un revers ou une clarification pour le gouvernement, ce Sénat à droite? C'est un petit peu les deux. Oui, c'est un revers, oui, c'est mécanique, oui, c'est, on va dire, l'incidence des élections municipales. Et oui, c'est une clarification, parce que vous savez qu'au Sénat, on en parle quasiment tous les soirs sur notre antenne, ça a été très très difficile de faire voter les textes. Vous parlez du budget ou d'autres textes, des alliés très compliqués pour la majorité, alors que la majorité était de 3 à 6 sièges pour le Parti socialiste et pour la gauche et pour ses alliés. Ça a toujours été très compliqué. Alors ça a au moins ce mérite-là d'enlever une épine du pied de Manuel Valls et de François Hollande, car il ne faudra plus se compter, tout simplement, parce que cette fois, le Sénat passe à droite et que c'est très clair. Par contre, pour Manuel Valls, pour son gouvernement, il y a d'un côté les frondeurs à l'Assemblée nationale, il y aura la droite du côté des Sénats. Ça va devenir très très compliqué de faire voter les textes. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce décryptage. Et on a posé la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Un Sénat à droite peut-il gêner l'action du gouvernement? Eh bien, les internautes ont répondu oui à 34%, non à 62% sur 274 votants. L'autre fait marquant de ces élections sénatoriales, c'est l'arrivée du Front national à la Haute Assemblée. Le parti de Marine Le Pen a réussi à obtenir les suffrages de 3 972 grands électeurs, envoyant ainsi 2 sénateurs au Palais du Luxembourg. Stéphane Ravier, déjà maire du 7e secteur de Marseille, et David Racheline, 26 ans, maire de Fréjus. Leur portrait signé Marie Brémaud. La révolution de 2014 vient encore du sud, des Bouches-du-Rhône et du Var. Je vous demande d'entonner avec moi notre hymne national, la Marseillaise. Il chante l'hymne national à Marseille pour célébrer une petite révolution. Le candidat du Front national dans les Bouches-du-Rhône confirme la percée du parti d'extrême droite. Stéphane Ravier, en mars dernier, remportait le 7e secteur de la cité phocéenne. Hier, c'est le doublé pour ce quadragénaire au franc-parler, encarté au FN depuis ses 16 ans. Nous ne serons pas trop de deux pour faire bouger le mammouth du Sénat. Ils sont 2 à pousser les portes de la Haute Assemblée. L'autre, c'est lui, le Benjamin du Sénat, David Racheline, 26 ans. Tout le monde me voit, vous savez, regardez. Visible car c'est loin d'être un novice en politique. Lui aussi, il a poussé les portes du parti alors adolescent et lui aussi a pris la tête d'une mairie en mars dernier. Sa prise, Fréjus. Les 2 nouveaux élus sont donc des cumulards, une pratique pourtant vilipendée par le FN. Mais ils présentent bien, ils incarnent le nouveau visage du parti, cher à leur patronne Marine Le Pen. Stéphane Ravier, comme David Racheline, compte bien faire du Sénat une nouvelle tribune pour le Front national en vue de 2017. Et pour analyser le basculement à droite du Sénat et commenter bien les résultats de ces sénatoriales, nos invités ce soir, Frédérique Espagnac, bonsoir. Bonsoir. Sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Éliane Assassi, bonsoir. Vous êtes présidente du groupe communiste ici au Sénat, sénatrice de la Seine-Saint-Denis. Avec nous également sur ce plateau, Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, votre mandat a été renouvelable de sénateur. Vous avez été réélu en Vendée hier. Merci d'être avec nous. Et Jérôme Sainte-Marie, bonsoir, bien connu de nos téléspectateurs, président de Polling Vox. Merci d'être avec nous. Alors, je me tourne vers vous, Jérôme Sainte-Marie. C'est sénatorial, est-ce que c'est une victoire de la droite ou une défaite de la gauche ? Oh mon Dieu, c'est certainement une victoire de la droite et du centre. Il faut quand même toujours souligner ceci, cette réalité qui s'incarne davantage d'ailleurs au Sénat qu'à l'Assemblée nationale où elle est largement masquée. Mais c'est bien sûr une défaite de la gauche. Alors, est-ce que cette défaite de la gauche amplifie ou pas les scrutins précédents? En apparence, non. En réalité, malgré tout, c'est une nouvelle étape du chemin de croix électoral de la gauche sous le quinquennat de François Hollande. Ça ne peut que, je crois, que continuer à attiser les frondes diverses au sein de l'appareil. Frédérique Espagnac, chemin de croix électoral du gouvernement. Votre réaction à ce que vient de dire Jérôme Sainte-Marie? Je ne dirais pas chemin de croix, mais c'est une réalité. Enfin, je ne vais pas dire qu'on a gagné ces élections. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Il faut comprendre aussi ce que nos grands électeurs nous disent. Et je pense qu'au vu des textes que nous avons pu proposer ces derniers mois, on peut remarquer que nous n'étions peut-être pas en phase avec la réalité du terrain.
Une réaction, Bruno Retailleau, au scrutin d'hier? Écoutez, bien sûr, c'est une victoire de la droite. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. La droite, le centre, nous aurons au-delà de la majorité absolue. Donc, les chiffres parlent. Bon, maintenant, si c'est une victoire, je pense que les victoires sont faites pour servir. Pour servir le Sénat, pour servir la France. Une victoire, c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, c'est la question aujourd'hui. Elle donne beaucoup de responsabilités effectivement à l'UMP. On va avoir l'occasion d'en parler sur ce plateau. Mais bien sûr, je le pense aussi. Et une victoire, ça ne doit pas se gâcher. Au contraire, je crois qu'on a tous été sur le terrain. Vous soulignez que j'ai passé une campagne de plusieurs mois. Et je crois que les messages qu'on a reçus, c'est la démocratie, c'est l'expression du suffrage universel. On se doit de les porter. Et je crois qu'il ne faut surtout pas les oublier. L'objectif, c'est pas seulement la victoire. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Eliane Assassi, un mot sur le scrutin d'hier? Oui, j'irai dans le même sens que Mme Epagna. C'est une défaite de la gauche, mais s'il faut savoir utiliser les victoires... mais elle est quand même cuisante. Oui, mais s'il faut savoir utiliser les victoires, il faut aussi savoir utiliser les défaites. Et moi, j'ose espérer, puisque je regrette le retour de la droite au Sénat, et puis surtout, je regrette l'éruption quand même de sénateurs Front National. Si j'ai un message à lancer, ce serait justement que le gouvernement utilise cette défaite pour écouter le message qui a été adressé par les grands électeurs qui ne sont que celles et ceux qui ont été élus par les populations. Donc, in fine, qu'on écoute la population dans ce pays. Le gouvernement peut-il tirer des enseignements de cette défaite au Sénat, où finalement il a déjà fait un peu une croix sur le Sénat, Jérôme Sainte-Marie? Alors les élections sénatoriales ont cet avantage par rapport aux élections au suffrage universel, c'est que d'une part on n'a pas besoin de sondage et d'autre part on peut déduire quand même assez facilement des élections précédentes le résultat. Donc il n'y a pas eu non plus d'énormes surprises. Et malgré tout hier, il y a un phénomène quand même qui mérite l'attention et qui notamment pour le gouvernement. D'une part il y a eu quand même des défaites symboliques, je pense à la Corrèze notamment, un peu de la même manière que la perte de Limoges. Perte de 2 sièges qui étaient socialistes en Corrèze, et puis la défaite de Bernard Combe, maire de Tulle, conseiller de François Hollande, qui se présentait. Exactement, il y a eu plusieurs défaites comme ça dans le cœur, si vous voulez, dans le cœur de la gauche, de la gauche et notamment du Parti socialiste, pour être plus précis, qui rappelle un petit peu la perte de Limoges aux dernières élections municipales. C'est-à-dire des choses qui non seulement frappent les esprits, mais surtout montrent que c'est le cœur de l'électorat qui est aujourd'hui troublé par la politique gouvernementale. C'est le premier point. Il y a d'autres phénomènes aussi intéressants, mais alors localement, je pense par exemple aux Bouches-du-Rhône, qui montrent aussi une perte d'autorité de l'appareil central par rapport à pas mal d'élus socialistes. Et ça, c'est aussi le fruit, le cycle des défaites qui entraîne cette perte d'autorité. Frédéric Espagnac, perte d'autorité. Oui, je ne ferai pas tout à fait la même analyse électorale que M. Sainte-Marie. Je pense que si on prend le Limousin aujourd'hui, on a quand même une présidente du Conseil général du Limousin, en tout cas de Limoges, qui en l'occurrence réélue, elle, dès le premier tour. Donc les choses sont un peu plus des fois mécaniques, et en même temps, je crois qu'il y a une réalité aussi de terrain. Il ne faut pas se mentir, on sait bien que c'est un peu... une analyse d'un scrutin sénatorial, c'est quelque chose d'orfèvre. Je veux dire, Bernard Combe, tombe dans ce cas de figure-là, mais parce qu'on sait aussi qu'il y avait un autre candidat à droite qui est décédé il y a quelque temps, et la division à droite aurait pu lui permettre d'être élu. Bon, c'est plus compliqué que ça. En même temps, ce qu'a dit Eliane Assassi... les résultats sont là. Oui, mais c'est pour ça que 156 sièges pour la gauche. Je ne vous ai pas dit le contraire. Je ne vais pas, moi, vous faire de la langue de bois, et je ne serai pas comme certains de mes collègues dire c'est pas si catastrophique. Non. Parce qu'on a beaucoup entendu le Parti socialiste effectivement minimiser avec ces éléments de langage, pas de Lagueux, pas de Bérédina hier. C'est ce qu'on se disait beaucoup. J'ai entendu aussi. Allez-y, Frédéric. Je ne tiendrai pas ce discours-là. Je ne suis pas... moi, je suis... Au quotidien, j'ai passé tout mon été aussi avec les maires de ma circonscription, comme mes collègues qui étaient en campagne. Je ne l'étais pas, mais la réalité aujourd'hui, il faut entendre un certain nombre de choses. Donc, je souhaite en tout cas qu'on soit responsables, et les uns et les autres, à gauche comme à droite. Eliane Assassi l'a dit, on est aujourd'hui dans un besoin de réussir et d'en tirer un certain nombre d'enseignements. Le gouvernement doit le faire. Que la droite elle-même se réorganise et soit une opposition, on va dire, constructive, je l'espère. Si c'est juste de l'opposition pour l'opposition, je n'en doute pas. Mais c'est l'avantage du Sénat. Vous n'aurez pas affaire à des ingrats. C'est bien pour ça que vous voyez bien que je ne suis pas dans le ton de la polémique entre nous. C'est l'avantage du Sénat. Et donc je crois qu'il faut redonner aujourd'hui, non pas comme je l'entends sur le débat à quoi sert le Sénat, nous avons un rôle majeur parce que cette institution, elle est très importante, elle est forte, et chacun d'entre nous doit jouer ce rôle-là aujourd'hui. Eliane Assassi, je vous vois acquiescer. Est-ce que la gauche n'a pas suffisamment profité de cette majorité, de ces 3 ans au Sénat ? C'est une évidence, oui, que le gouvernement... parce que moi, je fais la distinction quand même entre ce que sont les militants socialistes et ce qu'est le gouvernement
de M. Valls. Je ne les mettrai pas, si vous me permettez cette expression, dans le même panier. Et effectivement, il y a des messages qui n'ont pas été entendus. On sait bien qu'il y a 3 points qui ont fait débat dans la campagne des sénatoriales. C'est les rythmes scolaires, la réforme territoriale et la réduction des dotations de collectivités. On va rentrer dans les débats budgétaires. Chacun sait l'importance de ces débats et nous avons la chance au Sénat, effectivement, de pouvoir débattre. Je lisais tout à l'heure un sondage dans lequel il est dit que les Français sont très attachés à leur protection sociale. Est-ce qu'on va entendre ou est-ce qu'on va encore couper dans le budget, de la sécurité sociale, ce qui, in fine, veut dire des réponses en moins aux besoins des populations qui, en la matière, sont quand même malheureusement assez énormes. Bruno Retailleau, vous disiez la nouvelle opposition, eh bien ici au Sénat, ne sera pas ingrate. Est-ce que ça veut dire que vous allez aider le gouvernement à faire adopter les textes? On en doute quand même. Frédérique Espagnac, c'est simplement, elle espérait que l'opposition soit une opposition. Alors je voulais la rassurer pour lui dire que nous nous opposerons, bien entendu. J'avais dit constructive. L'opposition, je n'avais aucun doute. Alors je pense que le Sénat peut être le lieu où on peut justement non seulement s'opposer, et comptez sur nous pour que vous ayez une opposition qui soit ferme, mais qu'en même temps, on sache trouver une voie de concorde quand il y a un peu de bon sens. Sur la réforme territoriale, franchement, pensez un seul instant qu'on peut redécouper la France avec des gros machins, des grandes régions, plus de départements, y compris en milieu rural, et puis des grandes communautés. À droite, la réforme territoriale, elle est enterrée, Bruno Retailleau. Peut-être, mais je vais vous dire, je n'avais pas voté, moi, en 2010, donc je suis extrêmement libre de mes propos comme de mes votes. Lorsque j'ai une conviction, je la tiens et je la suis. C'est important. Mais très franchement, moi, je pense que pour revenir à l'épisode, il y a bien sûr, comme disait Éliane Assassi, les points durs sur le territoire, c'est-à-dire la réforme, les rythmes scolaires, notamment les dotations. Il y a aussi les échecs de politique générale, je crois, qui ont beaucoup pesé. Et moi, j'ai vu des maires et j'ai vu des élus parfois en souffrance. Et pourtant, le département dont je suis élu et pas le plus mal loti en termes d'emploi, mais j'ai vu des maires parfois en souffrance, en tout cas des élus de la République, qui sont un peu devenus les bonnes à tout faire de la République. C'est-à-dire que tout ce qui ne marche pas en haut leur retombe sur leurs épaules et ils ont de moins en moins de moyens. Ils ont parfois des administrés de plus en plus exigeants. On leur demande de faire de plus en plus de choses. Donc voilà, il faut les écouter. Mais je pense qu'au Sénat, il va y avoir un premier sujet. J'espère, peut-être que Frédéric Espagnac va me le confirmer, que le 20 octobre, nous allons avoir une nouvelle lecture de la réforme territoriale. C'est important. Je pense qu'une réforme de ce type qui va modifier profondément le paysage territorial des Français, eh bien, je pense qu'il faut trouver un minimum de consensus. Un parti Frédéric Espagnac, minoritaire... le texte revient au Sénat le 20 octobre, vous avez cette information? J'ai pas de confirmation, je ne vais pas vous mentir. On a eu une discussion cet après-midi en bureau de groupe, on n'a pas eu la confirmation de ça. Personnellement, je le souhaite. Je pense que c'est un débat. Vous confirmez qu'on aura une deuxième lecture conformément aux engagements du gouvernement? Je suppose. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui une info que je n'ai pas. Donc à ce jour, on n'a pas d'infos sur le sujet. Voilà. Je pense que l'ordre du jour va très vite se poser et vous l'aurez sans doute avant moi. Vous faites peur. Non, n'ayez pas peur. Ce n'est pas. Il n'y en avait pas de faux semblant dans ce que je vous dis. Ce n'est pas le cas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je pense qu'elle viendra et je la souhaite. Donc sur ça, je ne suis pas. Voilà. Il le faut vraiment. Jérôme Sainte-Marie, alors cette victoire de la droite arrive dans un moment où on a pu constater un climat de Sénat bashing. Il va falloir que la droite redonne un peu du lustre perdu au Sénat. Alors c'est un vrai sujet, en même temps c'est comme c'est un sujet de la compétition interne au sein de l'UMP actuellement, je serais extrêmement prudent, mais on a effectivement, je crois qu'il y a une forme d'inquiétude existentielle qui est ressentie ici dans cette maison, et qui dans le climat d'antiparlementarisme qui est attisé par la crise économique et sociale, il y a effectivement un risque, d'autant plus que puisqu'on a à la fois un futur, un prétendant à la candidature visiblement à la présidentielle qui parle de réduire le nombre de parlementaires, lorsque l'on a effectivement un gouvernement qui parle de choc de simplification, il y a des risques que tout cela ait un effet boule de neige et qu'il y ait se répande dans l'opinion l'idée de dire faisons simple, faisons rapide, et pourquoi le bicamérisme? C'est ça qui, à mon avis, pose un problème avec une acuité particulière pour le Sénat. Il y a besoin d'un discours institutionnel très fort, je crois, dans les mois qui viennent. Éliane Assassi. Moi, je suis tout à fait d'accord pour revisiter le statut du Sénat. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, les gens dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos entreprises se posent la question bicamérisme ou pas. Voilà, les gens sont en souffrance et ils attendent des réponses concrètes à leurs problèmes. Et c'est vrai en termes d'emploi, en
On voit bien la courbe du chômage qui ne s'inverse pas, contrairement aux promesses qui ont été faites. Donc il y a besoin de réponses concrètes. Et si nous sortions un peu de ce débat sur le Sénat, à rénover, à pas rénover, etc., et qu'on s'attache justement à construire des réponses concrètes à ces besoins, je pense que le Sénat en sortirait grandi, mais plus que ça, le Parlement en sortirait grandi et la politique en sortirait grandi. Donc c'est un faux débat, Frédérique Espagnac, pas de remise en question, c'est pas ça ce qu'attendent les électeurs, les grands électeurs, c'est ce qu'a l'air de dire Éliane Assassi. Non, je dis que c'est pas la priorité, c'est pas la question qu'ils se posent tous les matins en se levant. Notre responsabilité aujourd'hui, c'est de, en tout cas, porter cette institution au effort. Donc derrière, comment le faire, c'est sans doute ce que dit Éliane aujourd'hui, c'est se dire ensemble comment on fait pour à la fois être responsable et vraiment sortir de nos joues de politiciennes et répondre aux préoccupations des Français. Sur nos territoires, peut-être plus provinciaux, le mien, que d'autres, mais aujourd'hui, la vraie question, c'est le service public. Maison de santé, la poste qui ferme partout. Aujourd'hui, c'est un certain nombre de milieux ruraux qui sont en grosse difficulté. Comment on fait pour aider les jeunes à trouver de l'emploi? C'est toujours notre priorité, que ce soit à droite ou à gauche. La réalité, c'est comment le Sénat demain peut influencer, de par les textes que nous voterons, l'organisation de l'État français demain, pour permettre en tout cas que nos territoires soient préservés et que surtout les services publics de proximité, les hôpitaux. Je suis aujourd'hui élue des Pyrénées-Atlantiques, j'ai une clinique qui ferme à Orthès pour des mamans, une maternité. Je veux dire, aujourd'hui on a vu des femmes qui ont eu des gros accidents parce qu'une maternité fermée. On a besoin de maintenir un service public de proximité, c'est notre enjeu à tous. Bruno Retailleau, vous qui êtes candidat à la présidence du groupe UMP ici au Sénat, quelle est la réponse, les solutions que vous souhaitez apporter j'ai été député. à cette question J'ai été député, donc de l'avenir du Sénat. Je peux comparer. Moi, je crois au Sénat. J'y crois pour deux raisons. Je pense qu'au Sénat, on peut construire une démocratie apaisée. Je pense qu'on peut se projeter. Je pense, comme disait Georges Clemenceau, quelqu'un que j'aime bien, que le Sénat, c'est le temps de la réflexion. Et qu'aujourd'hui, cette démocratie apaisée, cette espèce de bon sens, nous, on n'est pas attachés court au piquet de l'instant. C'est pas une assemblée très politicienne, contrairement à l'Assemblée nationale. Et la deuxième raison, je vais vous dire, je suis un lecteur attentif de Christophe Guilluy, que j'aime beaucoup, en tout cas, lui, je ne le connais que très peu, mais en tout cas, ses analyses. Je pense que ce qui va structurer la politique en France pour les prochaines années, c'est la fracture territoriale. C'est cette France des invisibles, cette France des oubliés que nous connaissons, périphérique, de petites villes, de la ruralité, qui vote de plus en plus aux extrêmes, et qu'il faut écouter, parce qu'elle a l'impression, le sentiment d'être la grande perdante de la mondialisation. Eh bien, le Sénat, parce que la fracture territoriale, les territoires, ça nous dit quelque chose. Je pense qu'on peut apporter des solutions. Concrètement, on peut prendre cette souffrance en charge, la porter et essayer de trouver des solutions. Jean Sainte-Marie, justement, cette fracture, cette souffrance territoriale, c'est ce qui a permis l'élection de 2 sénateurs Front National, selon vous? Pas exactement, en fait. Quand vous prenez ce qui se passe dans le 13e et 14e arrondissement, au fond, ce qui a permis l'élection, par exemple, dans les Bouches-du-Rhône, c'est le fait qu'il y a eu une triangulaire lors des dernières élections municipales. C'est aussi bête que ça. Et ça se passe à Marseille, immense métropole. Donc, ces logiques de fracture et de ruralité que j'entends beaucoup parler ici, ce qui est assez normal, n'explique quand même pas tout. C'est-à-dire que pour le Front National du Sud, c'est pas exactement, même pas du tout en réalité, la cause de ce qui s'est produit. C'est pas un modèle qui est applicable partout et pour tout sujet. Donc, je voudrais juste finir juste un point. Allez-y, Jean Sainte-Marie. Excusez-moi, c'est que ce qui me paraît comme très intéressant dans la conversation, c'est qu'il faut rappeler aux Français ce qui est écrit dans la Constitution sur le rôle du Sénat de représenter justement les collectivités locales. C'est pas quelque chose sincèrement qui est très connu par les Français. Moi, j'ai fait quelques études sur les différentes institutions et au fond, c'est beaucoup plus. Les gens comprennent pas très bien et surtout, c'est surtout l'aspect de ralentissement d'adoption des lois qui est perçu, et non pas l'aspect territoire. C'est à mon avis quelque chose qui sera profondément, qui serait très important pour vous pour pouvoir asseoir cette institution. Mais il faut dire aux Français que le ralentissement des lois, c'est une bonne chose. On a trop de lois en France, il y a trop de normes. Donc tous ceux qui aiment les normes, qui adorent les règlements, qui adorent les lois mal faites, politiciennes, faut souhaiter la suppression du Sénat. Ceux qui veulent moins de lois, etc., faut un Sénat fort, surtout je le crois. Une loi bien écrite. Vous restez avec nous, on va voir un petit peu ce qui d'accord. va se passer au Sénat dans les jours à venir. On sait déjà que Didier Guillaume a été réélu président du groupe socialiste par acclamation. Il avait été réélu hier sénateur socialiste de la Drôme. On rappelle qu'il avait succédé à François Rebsamen après sa nomination au gouvernement. Alors tous les regards sont désormais tournés vers le plateau. C'est la présidence du Sénat. Elle est extrêmement convoitée. Le nouveau président du Sénat sera élu mercredi. Comment va se dérouler son élection? Les explications de Quentin Calmy.
La tradition sera respectée et l'hémicycle fera salle comble le 1er octobre pour élire le nouveau président du Sénat. C'est une atmosphère particulière qui règne alors dans le palais du Luxembourg. Évidemment, c'est une séance très importante, compte tenu du fait notamment que le président du Sénat est le deuxième personnage de la République. Donc c'est le début du triennat, c'est la première séance du Sénat renouvelé. Et bien évidemment, c'est une séance essentielle, importante, dont les sénateurs se souviennent régulièrement. C'est le doyen d'âge qui préside la séance. Comme en 2011, c'est Paul Vergès, 89 ans, sénateur communiste de La Réunion, qui remplira cette fonction. Il prononcera pour l'occasion un discours personnel. Il est d'usage que le président d'âge prononce un discours dont la durée est variable, 10, 15, 20 minutes. Et je peux dire, j'en ai écouté un certain nombre, aucun ne ressemble à un autre. Donc je crois que c'est la grande particularité de cette séance. C'est un discours très, très personnel. Puis vient le vote en lui-même. Les 6 sénateurs les plus jeunes sont secrétaires de séance. À 26 ans, David Rachlin est le benjamin de l'hémicycle. C'est donc lui, un des 2 sénateurs frontistes élus hier, qui sera chargé de recueillir les votes. L'élection du président se fait à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote est secret. Si aucune majorité absolue ne se dessine après 2 tours, un 3e tour est alors organisé et le président est élu à la majorité relative. En 2011, Jean-Pierre Bel était le premier président socialiste du Sénat. Il avait été élu dès le 1er tour. Autre étape importante de la semaine, l'élection des présidents des 6 groupes avec ce nouveau triennat du Sénat. Les groupes écologistes et communistes, dirigés jusqu'alors respectivement par Jean-Vincent Placé et Eliane Assassi, désignent leur président demain, mardi 30. Même chose pour le groupe centriste, présidé par François Zocchetto, ou encore pour les radicaux de gauche, présidés par Jacques Mézard. Mais le gros suspense concerne le groupe UMP du Sénat. Jean-Claude Gaudin ne se représente pas à la présidence. Moi, j'ai accompli mon mandat. Je pense qu'il faut du changement, du renouvellement. Et par conséquent, je me retire volontiers. Il faudra départager 3 sénateurs à droite. Gérard Longuet, Roger Carucci et Bruno Retailleau. Cette élection interne à l'UMP se tiendra jeudi 2 octobre. Qui sera le 12e personnage de l'État? Une primaire UMP est organisée demain pour savoir qui de Gérard Larcher ou de Jean-Pierre Raffarin sera le représentant de l'UMP. Sans oublier Philippe Marini, le sénateur UMP de l'Oise qui entend jouer les challengers dans ce scrutin. Sophie Normand-Couturier. Il y a comme un air de déjà-vu à l'UMP qui rejoue le match de 2008. Il y a d'abord Gérard Larcher, ancien président du Sénat, dont le projet pourrait séduire les élus. Un Sénat qui garde cette plus-value sénatoriale qui est l'exigence parlementaire. Il faut vraiment qu'on renoue ce contact avec le territoire. C'est un défi que nous devrons relever. Face à lui, l'autre grand favori, Jean-Pierre Raffarin. L'ex-premier ministre s'est déclaré candidat sur le tard, mais 6 ans après, il retente sa chance. Le Sénat doit être plus actif, le Sénat doit être plus puissant, le Sénat doit se faire entendre avec davantage de force. Il faut faire en sorte que cette institution au service de la République serve une nouvelle dynamique pour notre pays. Il y a aussi l'outsider Philippe Marini, 3e candidat de l'UMP. Président de la Commission des Finances, il veut un Sénat nouveau. Plus il y aura de nouveaux élus, à mon avis, plus il y aura un besoin de renouvellement de ce Sénat pour qu'ils servent à quelque chose. Côté centriste, on s'interroge sur l'opportunité d'une candidature propre. Pour l'instant, seule Nathalie Goulet se présente de manière indépendante. Chez les socialistes, c'est Didier Guillaume qui représentera le groupe. Pas de candidature en revanche chez les communistes. Jérôme Sainte-Marie, Eliane Assassi, il y aura un candidat de réagir effectivement oui, à ce reportage. Personne n'a décidé non, je ne vous dis pas ça, mais personne n'a décidé qu'il n'y en aurait pas. Nous avons réunion de groupe demain après-midi, nous déciderons si nous présentons un candidat à la présidence. Très bien, alors on vous suivra demain. Jérôme Sainte-Marie, ou une candidate, Jérôme Sainte-Marie, à votre avis, qui pour le plateau? Plusieurs visions s'affrontent à travers les candidats. Un Sénat de combat avec Jean-Pierre Raffarin ou un Sénat plus institutionnel, dit-on, avec Gérard Larcher? Alors, sincèrement, je n'ai aucune idée dans la mesure où le Sénat a des arcanes qui me sont pour moi à peu près impénétrables. Et ce genre de choses se fait vraiment, je crois, personne par personne. Disons que l'ambiance globale semble plutôt favorable à Gérard Larcher. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce sujet sur l'institution sénatoriale. Il y a également le succès important des sénateurs, des candidats centristes. On voit bien que là, il va falloir maintenir la cohérence entre l'UMP et le groupe centriste pour empêcher que le groupe centriste s'autonomise. Au fond, il y a un certain nombre de lois qui pourront être présentées par le gouvernement de Manuel Valls qui ne sont pas
tellement à gauche, on va dire, donc qui, en matière économique et sociale, pourrait être relativement acceptable. Ça peut provoquer des tensions au sein de l'opposition. Il y a intérêt, effectivement, qui est donc la majorité au Sénat, il y aurait intérêt donc à une personnalité qui soit capable de faire le pont entre ces différents groupes. Et Bruno Retailleau, cette personnalité capable de faire le pont entre les différentes sensibilités, l'UMP va avoir besoin de l'UDI, c'est Gérard Larcher, selon vous, le mieux placé? Les deux sont des personnalités de qualité, ouverts, qui sont capables de faire ce pont, d'établir une articulation, bien sûr, entre le centre et puis l'UMP. Donc je ne doute pas qu'on trouve dès demain le meilleur candidat pour la primaire et pour le plateau mercredi. On imagine bien que vous ne voulez pas vous livrer votre vision des choses dès ce soir. Vous voulez me griller? Non, vous pas voulez du griller tout. toutes mes Frédéric chances. Espagnac, qui est le plus compatible selon vous pour travailler également avec le gouvernement dans ces deux visions du Sénat qui s'affrontent. Écoutez, c'est pas à moi de dire ça. Enfin, je veux dire, la droite fait une primaire à juste titre. C'est à eux et aux sénateurs de droite de décider. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que quel que soit le président qui sera désigné, j'espère que l'intérêt premier, c'est d'être président du Sénat et non pas de jouer une pré-présidentielle. C'est pourtant ce qu'on dit. C'est ce que j'entends. Donc, pourrait servir de base arrière de laboratoire pour contrairement préparer à ce que j'ai entendu chez nous. Mais voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est au vu de ce qui vient de se passer globalement et de l'entrée, comme il a été dit, de deux sénateurs du Front National. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un président du Sénat qui demain jouera parfaitement son rôle et qui permettra à cette institution de jouer, voilà, de ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire de défendre les territoires et les services publics. Eliane Assassi. Excusez-moi, mais je n'ai vraiment pas à intervenir dans le choix qui sera celui des sénateurs UMP. Mais j'irai dans le même sens que Frédéric. Voilà, ce que l'on peut demander à un président du Sénat, quel qu'il soit d'ailleurs, et c'était valable pour Jean-Pierre Bel, comme ça pourrait être valable pour M. Raffarin ou M. Larcher, c'est qu'il montre aussi l'utilité du Sénat pour les collectivités. Et puis, je le répète, parce que on n'en parle jamais ici, au Sénat, en tout cas sur les plateaux, je l'ai peu entendu, qu'on parle des populations qui vivent et qui travaillent sur ces territoires. Parce qu'on peut parler fracture des territoires, etc., mais les territoires, c'est pas des objets, voilà, sur les territoires vivent et travaillent des gens. Et donc, il montre l'utilité et qu'il redonne effectivement, qu'il donne à voir que le Parlement, les parlementaires, sont des élus qui sont aussi des élus de proximité, non pas confortablement installés dans leur fauteuil dans les hémicycles, mais sont des élus de proximité qui savent entendre aussi les souffrances et les espoirs des gens. Jérôme Sainte-Marie, pardon. Il y a probablement aussi une autre piste, c'est-à-dire que toutes les études le montrent, les Français sont non seulement préoccupés par leur pouvoir d'achat, par le chômage, mais aussi par une forme de durcissement de la société, par l'approfondissement des clivages, des fractures, qui soient des fractures territoriales bien sûr, mais aussi des fractures à la limite communautaires, confessionnelles, professionnelles, une forme de séparatisme social qui se répand. Là-dessus, le Sénat, justement par le maillage territorial qu'il incarne, doit jouer un rôle pour apaiser. Il y a vraiment cette crainte d'une dislocation de la société, quelque chose qui remonte étude après étude, au-delà même des revendications ou des mécontentements. Bruno Retailleau, je voudrais vous entendre aussi sur l'autre fait marquant de ces élections sénatoriales, c'est bien l'arrivée de deux sénateurs Front National. On a entendu l'écologiste François de Rugy qui estimait qu'il était normal qu'un parti qui a des électeurs ait des élus. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Un parti qui a des électeurs, qui a des élus, c'est propre d'une démocratie. Voilà, je veux dire que c'est un truisme, c'est la palissade, je veux dire. Je veux dire que, bien sûr, c'est un fait extrêmement nouveau au Sénat, mais en même temps, ce ne sont pas deux élus qui vont empêcher le Sénat de fonctionner. Alors évidemment, toute la presse, les médias déroulent une sorte de tapis rouge, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Ça n'est pas anodin, ça n'est pas ce que je veux dire. Simplement, remettons les choses en leur état, et vraiment, sur 348 sénateurs, ce ne sont pas deux sénateurs du Front National qui empêcheront le Sénat de fonctionner. Le Sénat doit fonctionner correctement et je suis tout à fait d'accord, il faut qu'on prouve au quotidien notre utilité. Notre utilité, je vais vous dire, c'est que quand on sera capable de faire sortir le Sénat de Paris, beaucoup plus, ça ne sert à rien de faire des grands-messes ici sur les territoires, il faut aller beaucoup plus souvent voilà, sur le terrain et je pense qu'on doit créer des occasions pour qu'on rapproche des citoyens, des élus, des grands électeurs, mais des élus, le Sénat. Il y a quelques idées, ce n'est pas le lieu d'en parler aujourd'hui. Frédéric Espagnac, sur l'arrivée de deux sénateurs Front National, Nicole Bricq a dit qu'il ne fallait pas qu'ils soient considérés comme des pestiférés. Ils sont élus. Voilà, donc comme
cela vient d'être dit, ce sont 2 sénateurs parmi 348. Après, juste pour revenir, enfin, moi j'ai quand même le sentiment d'être au quotidien sur le terrain. Si je fais mes 2 jours à Paris de parlementaire, je ne suis pas... voilà, je suis au quotidien comme chacun d'entre nous, mais je pense que c'est aussi une nouvelle relation que nous devons avoir, nous, parlementaires, sénateurs en particulier. Nous ne sommes pas là qu'au service des grands électeurs et donc des maires, même s'ils sont eux-mêmes au service de la population. Nous sommes au quotidien, aux côtés des associations, des entreprises, des PME, qui aujourd'hui font la richesse de nos territoires. Voilà. Jérôme Sainte-Marie. Oui, pour le Front National, à mon avis, l'effet le plus important, c'est sur la vie interne du Front National, en réalité. C'est-à-dire que c'est la consécration de la ligne de Marine Le Pen. Elle était encore un peu contestée, il y a encore des résistances, y compris son père, vous l'avez vu. Là, aujourd'hui, c'est une consécration. En plus, il y a un élément symbolique qui est très fort. C'est-à-dire que je crois que le plus jeune sénateur et Front National, la plus jeune députée et à l'Assemblée nationale, les Front National, ça envoie des messages très forts, encore une fois, à la population française qui, globalement, considère que puisque le parti n'est pas interdit, il n'est pas anormal qu'un parti qui fait 25% aux européennes ait une poignée de députés ou de sénateurs. Ça paraît tout à fait... C'est même la faiblesse de ce nombre qui pose plutôt problème dans l'opinion. Mais surtout, donc, ça envoie un message, encore une fois, au sein de ce parti qui, décidément, aborde les prochaines échéances électorales, et notamment la présidentielle, d'un état d'union et de dynamisme tout à fait redoutable. Bruno Retailleau, c'est la stratégie de banalisation, finalement, du Front National qui se poursuit, vous êtes d'accord ? Bien sûr, c'est la conséquence d'un enracinement territorial et c'est absolument clair, c'est évident. Et à partir du moment où un parti politique a des grands électeurs, il a des élus au Sénat. De même qu'à partir du moment où il y a des grands électeurs, ce sera beaucoup plus facile pour trouver les fameuses 500 signatures à la présidentielle. C'est une évidence. Bon, maintenant, la vie ne s'arrête pas là. Il y a des solutions, il y a des... Parce que, si vous voulez, tout ça prospère sur des absences. Aux questions qui sont posées, aux souffrances. Frédéric Espagnac, merci d'avoir été notre invité ce soir. Jérôme Sainte-Marie, vous souhaitiez réagir à ce que voulait dire Oui, tout cela est juste, mais il y a aussi un élément que nous savons tous, mais sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a quand même eu des centaines, un millier à peu près, je crois, de grands électeurs qui ne sont pas élus sur la liste du Front National et qui ont apporté leur suffrage au Front National. On voit bien que la banalisation du Front National est une réussite en ce sens que non seulement elle touche l'opinion en général, mais même ces cadres intermédiaires de la République. Je disais 3972 grands électeurs. Mais il y a une exaspération, moi je vous assure. Ça revient au débat que l'on a depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut aussi venir sur les causes. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui... La proportionnelle, on a dit aussi que ça pouvait non, mais moi je pense que la proportionnelle n'est pas... Non. Pour moi, la proportionnelle, vous connaissez très bien notre positionnement là, nous sommes pour la proportionnelle intégrale. Moi, le Front National, on ne le combat pas une fois qu'il est installé. Voilà, on le combat aussi. Non, mais c'est jamais trop tard pour le combattre. Mais maintenant, tout le monde s'émeut d'avoir 2 sénateurs qui rentrent au Front National qui... Mais posons-nous les vraies questions. Pourquoi de grands électeurs qui ne sont pas membres du Front National ont fait le choix d'élire des sénateurs Front National? Donc il y a des causes. Et moi, ce que je regrette dans cette après-sénatoriale, c'est qu'on évoque très peu les causes de tout cela, de la victoire de la droite, donc de la défaite de la gauche, et de l'irruption de 2 sénateurs. Donc regardons les causes. Il n'y a pas que les effets mécaniques et la proportionnelle et ceci et cela. Il n'y a pas que ça. Il y a la non-réponse aux besoins des populations, des élus, etc., etc., etc. Des promesses qui n'ont pas été tenues. Et moi, je suis désolée, Frédéric est parti, mais elle le sait très bien. Les dérives droitières du gouvernement Valls appellent aussi ce genre de comportement politique. Plus que les dérives, ce sont les échecs de François Hollande. Voilà, l'inversion de la courbe. Il y a 1 an, il nous dit la reprise est là, on l'attend toujours, etc., etc. Et ça commence à exaspérer beaucoup plus qu'agacer nos concitoyens, c'est clair. Merci Bruno Retailleau, merci Jérôme Sainte-Marie, merci Eliane Assassi d'avoir été les invités de cette spéciale au lendemain des résultats des élections sénatoriales. Et puis Jean-Pierre Bel, c'est le président socialiste sortant qui va céder demain la présidence du Sénat, a quant à lui relativisé la défaite de la gauche. Il a pointé, je cite, une déculpabilisation des grands électeurs qui ont conduit à l'élection de 2 sénateurs Front National. Il était interrogé cet après-midi par Michael Zamès, on l'écoute. La trace que j'ai voulu ici faire vivre, c'est montrer que nous pouvions être une assemblée qui était beaucoup plus ouverte sur la France d'aujourd'hui. Moi, je ne suis pas pour toute forme de bicamérisme.
Moi, si c'est pour mettre en place le Sénat conservateur, du type le Sénat canadien, le Sénat italien ou le Sénat haïtien, ça ne m'intéresse pas. Je suis pour un bicamérisme rénové. Donc, nous avons voulu, dans un premier temps, j'en suis très fier, nous tourner vers les élus locaux, vers les collectivités locales. Et les états généraux de la démocratie territoriale qui ont fait qu'ici, au Sénat, plus de 1000 élus sont venus discuter de ce qu'ils voulaient pour leur collectivité, c'est déjà un point très très important. Ensuite, j'ai voulu plus de sobriété dans le fonctionnement du Sénat, et nous avons considérablement, je pense, oui, c'est une avancée. J'aurais voulu aller plus loin, mais vous savez, le bureau du Sénat dans lequel je suis, et pour lequel il faut... il existe des conservatismes. Enfin, vous vous êtes bien rendu compte, lorsque le président du Sénat a défendu la limitation du cumul des mandats, il était presque plus digne d'exercer la responsabilité de président du Sénat, pour certains. Donc il y a des conservatismes. Moi, la loi sur la transparence de la vie politique allait tout à fait dans le sens de ce que je souhaitais. Donc ça, c'est déjà un élément. Et puis, si vous me le permettez, il y a quelques éléments marquants. Vous savez, le Sénat a beaucoup participé à de grands textes. Refondation de l'école, indépendance de la magistrature, mariage pour tous, un certain nombre de textes économiques aussi. Le Sénat a donc joué son rôle plein et entier. Alors il y a ceux qui entrent et ceux qui sortent du Sénat. 2 anciens ministres du gouvernement Ayrault ont raté leur élection. Thierry Repentin en Savoie ou encore Anne-Marie Escoffier dans l'Aveyron. Jean-Michel Bailly, le président du Parti radical de gauche, a été battu dans son fief du Tarn-et-Garonne. En revanche, on a noté l'arrivée de François Baroin. À 49 ans, le maire UMP de Troyes a été élu dès le premier tour. Il était aujourd'hui au Sénat, on le voit sur ces images. Comme les autres sénateurs fraîchement élus hier, ils ont fait leur premier pas dès ce matin au Palais du Luxembourg. Parmi eux, François Aubé, élu sénateur socialiste du Calvados. Ses premiers pas ont été suivis par Cécile Sixou. Dernière révision avant l'arrivée des sénateurs. Ce matin, ils sont là pour accueillir les petits nouveaux. Merci beaucoup. François Aubé, élu dans le Calvados, en fait partie. C'est l'un des rares socialistes à faire ses premiers pas au Sénat. Vous voulez une pièce d'identité peut-être? Non, non, du tout. Non, c'est bon. Première étape, l'inscription, transport, hébergement, informatique. Le nouveau sénateur découvre les moyens mis à sa disposition. C'est une belle et grande maison, l'accueil est fort sympathique, les gens se mettent vraiment à votre disposition. Très belle surprise, mais aussi très impressionnante. Puis passage obligé pour la photo officielle. François Aubé a ensuite rendez-vous au groupe socialiste pour rencontrer ses futurs collègues. Bonjour, Germain, André Loire. Un accueil pour mettre à l'aise les nouveaux arrivants. Souvent au Sénat, il y a des codes et puis chacun après très vite dans sa commission, dans son activité, dans son organisation personnelle. Donc il faut faire très fort et puis montrer qu'on est content. Suite de la journée marathon, le sénateur arpente les couloirs et découvre les lieux. Il doit passer dans tous les services pour remplir les formalités administratives et recevoir son kit du sénateur. L'écharpe de sénateur. Dès cet après-midi, il se met au travail et participe à sa première réunion de groupe, mais ça ne lui fait pas peur. Je sens qu'il y a du travail à faire. En tout cas, j'ai été élu hier pour cela, donc ça tombe très bien. C'est un rendez-vous important pour moi et je ne vais pas le rater. Dès le mois prochain, il souhaite travailler sur le texte de la réforme territoriale et dès aujourd'hui, il compte bien devenir un familier des lieux. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau des nouveaux sénateurs qui ont été élus hier. Sur ce plateau, Olivier Cadic, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur représentant les Français de l'étranger, sénateur UDI-UC. Merci d'être avec nous. Avec nous également sur ce plateau, Pascal Alizard, sénateur UMP du Calvados. Félicitations pour votre élection. Merci, avec nous également sur ce plateau, Didier Marie. Alors vous êtes sénateur socialiste de la Seine-Maritime. On va voir un peu les conseils que vous pouvez donner à vos nouveaux collègues. Mais peut-être d'abord, vous, Olivier Cadic, quelles ont été vos premières impressions au Sénat? On a vu ce reportage de Cécile Sixou. Vous avez pu découvrir aujourd'hui le Palais du Luxembourg. Tout à fait, un accueil très chaleureux et une grande fierté, bien sûr, de pouvoir représenter, pour ce qui me concerne, les Français de l'étranger, ici au Sénat. Et Pascal Alizard, votre réaction, vos impressions ici au Sénat? On voit que vous avez été accueilli tout au long de cette journée pour découvrir la Haute Assemblée. Très bien accueilli. Je connaissais un petit peu la maison, si je puis dire, puisque j'étais assistant parlementaire de René Garrec, mais la découvrir en tant qu'élu, c'est très différent et beaucoup plus impressionnant. Qu'est-ce qui change, par exemple? Le statut change un peu et puis
puis les responsabilités qui vont avec. Vous avez des conseils à donner à ces deux nouveaux sénateurs, Didier Marie? Écoutez, moi, ça ne fait que 9 mois que je suis présent dans cette maison et je viens juste d'être renouvelé. Donc, premier conseil, un plan pour vous repérer dans les couloirs. Deuxième conseil, ne pas hésiter de demander votre chemin aux huissiers. Ils sont parfaits et tout le personnel du Sénat est à notre disposition et c'est un personnel remarquable. Et puis enfin, du courage pour le travail. Alors Olivier Cadic, quand même, vous arrivez là, cette élection tombe dans un contexte, on en parlait avec nos précédents invités, de Sénat bashing, où on demande la suppression du Sénat, où on se pose la question de l'utilité de la Haute Assemblée. Qu'est-ce qui vous a pourtant motivé à vous présenter à cette élection? Écoutez, c'est une continuité. Moi, j'ai été élu des Français de l'étranger à l'Assemblée des Français de l'étranger. Et donc, c'est la possibilité de porter non seulement la voix des Français du Royaume-Uni, puisque c'était ma circonscription au départ, mais vraiment d'avoir une prospective plus large pour défendre les attentes, les intérêts des Français de l'étranger. Même question, Pascal Alizard, est-ce que vous avez l'impression que la responsabilité est plus grande pour les nouveaux sénateurs qui ont été élus hier, dans ce contexte où on remet en cause un peu l'avenir et l'utilité du Sénat? Oui, on voit bien le Sénat bashing de certains. Moi, je crois que les nouveaux élus, on va avoir une responsabilité un peu particulière. Et je crois qu'on aura à démontrer, par notre travail justement et notre présence, l'utilité du Sénat comme deuxième chambre. Didier Marie? Écoutez, moi sur ce sujet, je suis favorable au renforcement du Parlement en général et je crains la dérive des institutions vers un présidentialisme poussé. Le Sénat est absolument indispensable à l'équilibre de nos institutions et en même temps, il faut le rappeler, le Sénat représente les 500 000 élus que compte notre pays, une force extraordinaire, pour 80% bénévoles, rappelons-le, et qui fait un travail remarquable au bénéfice de nos concitoyens. Donc le Sénat, c'est ça aussi. Est-ce qu'il doit aussi se réformer de l'intérieur? On sait que c'est ce qui a beaucoup été dit hier sur les plateaux de télévision, notamment par les candidats à la présidence du Sénat. Le Sénat a déjà connu beaucoup de réformes ces 3 dernières années, sous l'impulsion de M. Bell. Il reste vraisemblablement encore à faire, mais enfin, la transparence sur la réserve parlementaire a été adoptée, enfin, dirais-je. La transparence de la vie publique a aussi été mise en œuvre par le Sénat et l'Assemblée nationale. Des progrès ont été faits, il faut continuer, nos concitoyens l'attendent. Sur cette question d'un Sénat exemplaire, Olivier Cadic, c'est quelque chose que vous aviez en tête avant d'arriver ici? Écoutez, moi je suis tout nouvellement élu, donc je ne peux pas commencer à peine à arriver à expliquer ce qu'il faudrait réformer. Donc il y a déjà le démarrage. Ma vision, c'est une vision d'entrepreneur. Moi, je suis avant tout un entrepreneur, donc j'ai l'intention de continuer à faire de la politique comme un entrepreneur, c'est-à-dire de donner des objectifs, travailler avec les grands électeurs pour atteindre les objectifs, faire de la politique autrement. Et j'ai l'impression que le Sénat se prête tout à fait à cette possibilité. C'est quelque chose aussi que vous partagez, cette vision, Pascal Alizard, que le Sénat permet de faire de la politique bien différemment, peut-être? Je viens moi aussi du monde de l'entreprise et de l'industrie, donc effectivement des objectifs, des moyens et des résultats. Je crois que c'est une bonne méthode de travail. On a entendu aussi Bruno Retailleau à l'instant sur ce plateau qui parlait d'un besoin de renouer avec les territoires. Alors comment comptez-vous renouer avec les territoires? C'est tout le débat sur la ruralité que nous avons eu, notamment pendant cette campagne. Et je crois qu'il y a un fort sentiment d'abandon dans les territoires les plus éloignés de Paris et en tout cas les moins concentrés. Je ne parle pas des métropoles ou des grandes agglomérations. Il y a un sentiment d'abandon des populations, beaucoup d'angoisse aussi sur l'évolution de leur structure. La réforme territoriale est quand même très anxiogène, même s'il faut qu'on y travaille et que cela avance. Donc il va falloir rassurer et trouver des solutions qui permettent à tout le monde d'avancer, tout en faisant en sorte que les personnes vivant en secteur rural n'aillent pas retrouver du secours dans les extrêmes. On va y venir dans un instant. Didier Marie, est-ce que cette rupture avec les territoires peut être un facteur d'explication de la déroute de la gauche hier à ces élections? Écoutez, je crois que d'abord les sénatrices et les sénateurs sont là pour représenter les territoires. Ils l'ont toujours fait, ils continueront de le faire. Et dans la campagne, c'est la discussion que nous avons eue avec nos grands électeurs.
Pour le reste, cela fait maintenant 30 ans qu'on parle d'une nécessaire réforme territoriale. Ça a été un sujet sous la droite, c'est aujourd'hui un sujet sous la gauche. Maintenant, il faut avancer, il faut le faire. Il y a un texte sur la table. Ce texte va être débattu très prochainement au Sénat en première lecture. On a la chance de pouvoir l'aborder en première lecture au regard de ce que nous sommes. Voilà, il faut que nous l'abordions en conscience et en même temps avec un esprit constructif. Je vais être maintenant dans l'opposition. Au Sénat. Alors justement, est-ce que vous faites confiance à la droite pour ne pas torpiller cette réforme territoriale qui sera peut-être débattue fin octobre, hein, J'espère que la droite, tout en défendant ses convictions, aura à cœur de moderniser nos institutions. La réforme territoriale, c'est l'objectif. Ils ne pourront pas dire le contraire de ce qu'ils ont dit il y a de cela 3 ou 4 ans, lorsque le sujet avait été mis sur la table par l'ancien président de la République. Pascal Alizard, effectivement, cette réforme territoriale, ce sera certainement un des premiers gros dossiers pour les nouveaux sénateurs que vous représentez ce soir sur ce plateau. Est-ce que la droite, qui est donc majoritaire maintenant au Sénat, va complètement enterrer ce dossier? L'enterrer, je ne le pense pas, mais y apporter fortement sa contribution. Et la reconnaissance du fait urbain, qui est en fait la ligne directrice du texte actuel, ne peut pas se faire aux dépens des territoires ruraux. Et si on a une valeur ajoutée à amener, ce sera celle-là. Que vous ont dit les grands électeurs que vous avez pu rencontrer tout au long de cette campagne, justement, sur ce qu'ils attendaient de cette réforme, de cette nouvelle carte des régions, de l'avenir du département? Préserver la proximité. La proximité. C'est indispensable. Et je crois qu'effectivement, on est dans le rôle des sénateurs que de représenter les 500 000 élus locaux et l'ensemble des territoires, et notamment les plus ruraux de ceux-ci. Alors vous, Olivier Cadic, en tant que sénateur représentant les Français de l'étranger, ce sont peut-être des inquiétudes un peu différentes que vous allez porter ici au Sénat. Quelles sont-elles? Écoutez, ce sont des problématiques qui touchent par exemple à l'enseignement. On a un beau budget pour participer à l'enseignement français à l'étranger de plus de 500 millions d'euros. Ceci étant, on se rend compte que ça touche à peu près 30% des enfants français à l'étranger, donc 70% n'ont pas accès à ce système, et on se rend compte qu'il y a à peu près 15 à 20% des enfants français étrangers qui naissent à l'étranger qui ne parlent pas français. Donc il y a un vrai challenge de faire déjà en sorte de s'assurer que tous les enfants français puissent apprendre le français. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Il y a, comme cela, on a listé 31 défis. Pour les Français de l'étranger, il y a des problématiques de discrimination fiscale aussi qu'il faut régler. Donc notre rôle, c'est surtout de faire de la pédagogie, d'expliquer que les Français de l'étranger, ce ne sont pas des gens qui fuient les impôts, ce sont des gens qui ont une autre vie à l'étranger et donc qui ont leurs propres problématiques. Et je crois qu'il y a un vrai rôle pédagogique et on a une envie surtout de rassembler, de ne pas cliver sur ces sujets-là, parce que ce sont souvent aussi des Français qui sont exposés, on le voit pour les problématiques de sécurité, donc il faut penser aussi quand on s'exprime ici sur les questions de terrorisme ou de grands engagements, qu'on a des Français qui sont exposés à l'étranger, donc on a besoin aussi d'être un peu plus unis, un peu plus rassembleurs et consensuels. On sait que le centre va jouer un rôle déterminant ici dans ce Sénat de droite. Est-ce que vous savez déjà un peu comment vous allez travailler avec l'UMP qui sera bien certainement bloqué sans l'UDI pour ses votes? Écoutez, pour ce qui me concerne, j'ai été élu sur une liste d'union avec des candidats UMP. Ça s'est très bien passé. On a travaillé ensemble pour définir les objectifs à atteindre, pour en travailler ensemble. Donc, pour ce qui me concerne et pour la circonscription des Français de l'étranger, je suis très optimiste. Et encore une fois, j'ai une bonne expérience de mon travail avec mes collègues venant de l'UMP. Alors, je sais que vous venez d'arriver, mais est-ce que vous souhaitez que le centre présente un candidat à la présidence du Sénat? Ça doit être décidé d'ici demain. Écoutez, je viens tout juste d'arriver, donc on avait une première réunion de groupe, comme je l'ai vu tout à l'heure pour nos collègues. Je découvre, donc j'écoute beaucoup. Il va y avoir une réunion de groupe demain où on va débattre justement de ces sujets-là. Et pour ce qui me concerne, j'ai un seul scoop, je ne serai pas candidat en tout cas. Merci Olivier Cadic. On salue Pascal Perrineau qui vient d'arriver sur ce plateau. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes politologue. On voudrait peut-être savoir un peu quelle est votre analyse de ces résultats des élections sénatoriales. On le voit, la droite va avoir beaucoup de responsabilités désormais. Oui.
C'est une victoire qui est une victoire imparable, contrairement à ce qu'on a pu entendre hier soir, où bien sûr c'était de bonne guerre. Ceux qui étaient battus cherchaient à éviter les notions de défaite en race campagne, etc. Mais enfin, c'est une défaite qui est dans le haut de la fourchette. Si l'on prend les sénateurs de droite et du centre, ils sont entre 30 et 40 sénateurs devant la gauche. Donc c'est une défaite. Et c'est une défaite qui n'est pas simplement à lire en fonction des municipales de mars 2014, puisque l'essentiel, en effet, des grands électeurs était issu de ce renouvellement. Je crois que ce qui s'est passé depuis mars 2014 a aggravé l'addition pour la gauche. La réforme territoriale malmenée, celle des rythmes scolaires, la chute de popularité impressionnante du président de la République, la rentrée calamiteuse pour la majorité. Vous savez, les grands électeurs sénatoriaux, c'est des électeurs comme les autres. C'est pas aux sénateurs que je vais expliquer ça. Ils sont sensibles à tous les courants qui traversent l'opinion. Et là, ils ont été sensibles à cela et ils ont, ici et là, pu alourdir l'addition pour la gauche, qui était la gauche sortante. Cependant, il faut que la droite et le centre se rendent bien compte qu'un mouvement d'en bas s'est exprimé hier. Comme au municipal, il y a un mouvement d'en bas chez les électeurs, chez les grands électeurs sénatoriaux. Et pour l'instant, la droite n'est pas à la hauteur dans le mouvement d'en haut. Et si la droite considère que la victoire au Sénat, c'est un premier pas vers d'autres victoires, il faudra que la droite améliore la qualité du mouvement d'en haut, au niveau des partis qui cherchent à la représenter, au niveau des hommes et des femmes qui prétendent diriger l'UMP et l'UDI. Là, tout le travail est devant eux. On va faire réagir un sénateur socialiste qui est assis à côté de vous, Didier Marie. Quelle lecture faites-vous, vous, de cette défaite de la gauche? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup entendu hier des éléments de langage avec une volonté du Parti socialiste de minimiser un peu cette défaite. On ne disait pas de vague bleue, pas de Bérésina. Et au final, il y a quand même 156 sièges pour la gauche, 190 pour la droite. Oui, non, mais sur ce sujet, je partage en grande partie ce que disait Pascal Perrineau. La défaite aurait pu être plus ample, mais c'est une défaite, très clairement. Et elle est liée à la fois au résultat des municipales, qui étaient écrits, et nous savions que nous perdions un certain nombre de grands électeurs, et d'autre part, il y a un climat général qui était mauvais. Vous avez parlé des rythmes scolaires, c'est un sujet que l'on a abordé en permanence avec tous les maires et les grands électeurs que nous avons rencontrés. Une réforme juste sur le fond, mais qui a été malmenée, moi je l'ai dit, et qui devra être corrigée. Moi je pense notamment que sur la question de la dotation, la question va être posée au gouvernement, elle doit être maintenue pour aider notamment les petites communes à poursuivre. Pour ce qui concerne la droite, si vous permettez, mes collègues ne seront pas fâchés de ce que je veux dire, mais on voit poindre le match à venir des présidentielles. Parce que si j'ai bien compris, les deux principaux candidats au plateau sont aujourd'hui l'un soutenu par l'ancien président de la République et l'autre par son ex-premier ministre. Et on va assister à un match qui montre aussi l'ampleur des divisions de la droite. Pascal Alizard, plusieurs choses. Sur ce mouvement de fond dont parle Pascal Perrineau, est-ce que l'UMP sera à la hauteur pour prendre en compte ce que Pascal Perrineau a appelé un mouvement de fond? Je crois que nous serons au rendez-vous, absolument. Tout est perfectible, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois que l'analyse est juste, mais un beau premier résultat au municipal, un très beau résultat au sénatorial. Il faut consolider et nous consoliderons. Rapidement, Pascal Perrineau, par rapport à ce que vient de dire Didier Marie, effectivement, il y a plusieurs scénarios qui vont se dessiner en fonction du président du Sénat qui sera élu mercredi. La ligne Jean-Pierre Raffarin, éventuellement soutenue par Nicolas Sarkozy, ou la ligne incarnée par Gérard Larcher. Pour l'avenir du Sénat, pour l'utilité du Sénat, quelle est la ligne, selon vous, qui doit être choisie? Ça n'est pas nouveau, il y a toujours eu un pluralisme et déjà lors des dernières élections il y avait le pluralisme, d'ailleurs le même, à peu près le casting était exactement le même. Alors certainement derrière le conflit, ou du moins oui le conflit des hommes, il y a des projets qui sont un peu différents. On le voit même si on élargit à la candidature qu'il faut mentionner tout de même de Nathalie Goulet pour le centre. Nathalie Goulet se bat, elle, sur un renouvellement qui
est un renouvellement assez drastique, même, rapidement, Pascal du Perrineau. profil du Sénat. Oui. Et puis, du côté de l'UMP, vous avez, du côté de Jean-Pierre Raffarin, une conception du Sénat comme place forte contre la majorité en place. Et vous avez une conception que je qualifierais de plus souple du côté de Gérard Larcher. Eh bien, merci à tous les quatre d'avoir été les invités de ce 24h Sénat. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, nouvelle édition spéciale sénatoriale avec Sonia Mabrouk et ses invités. Bonne soirée.